consultant SmartWave qui aide le CICR pour la partie API Management. Et juste avant de les aider sur la partie API Management, je les ai aidés sur la partie Identity Server. Donc je suis là pour épauler FAO pour la petite présentation qu'on va vous faire sur l'utilisation de WSO2 dans le cadre d'une application particulière qui était RedSafe, qui est un coffre-fort virtuel pour les bénéficiaires du CICR. Donc, je me suis présenté. Fao, je vais me présenter. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité de présenter donc à SmartWave et WSO2. Je crois qu'avec Gaël, on a une charge assez lourde. À la fois, c'est de passer après les excellentes présentations qu'on a vues avant, qui ont déjà un peu tout expliqué, et aussi d'être un petit peu les derniers ennemis avant l'heure du déjeuner. Donc, on va essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Du coup, peut-être je vais aller directement au menu. Hop. Donc, je vais vous passer un peu de temps à présenter le CICR, en fait, pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on fait. Parfois, ça peut être abstrait. En fait, on a du mal à voir à quoi correspond la mission du CICR et puis comment la technologie s'inscrit là-dedans. Et ensuite, Gaël va surtout vous parler de l'application RedSafe au niveau de qu'est-ce qu'on a comment les outils WSO2 nous ont permis en fait de rendre cette application live et qu'est-ce que ça nous apporte concrètement. Je continue comme ça. Alors le CICR, donc pour ceux qui connaissent, connaissent pas, ceux qui connaissent aussi, donc en fait c'est donc Comité international de la Croix-Rouge. Donc ce qu'on fait concrètement, en fait on a une mission qui nous a été confiée par les États. Donc on a été créé en 1863 et donc à ce moment-là, en fait il n'existait pas vraiment d'organisation humanitaire qui va s'assurer en fait que dans les différents conflits armés qu'il pouvait y avoir, il y avait une attention particulière à porter à certaines règles, des règles de la guerre, aussi en fait d'apporter une protection, une assistance aux différentes personnes qui sont impactées par ces conflits armés. Il y a aussi donc au CICR dans le mandat toute une partie qui va toucher à la prévention, parce que la meilleure façon de protéger les gens et de les assister, c'est carrément en fait qu'il n'y ait même pas de conflit. C'est-à-dire que la meilleure façon, c'est de les prévenir. Donc là, il y a beaucoup d'activités qu'on va faire de ce côté-là. Et donc derrière, suite à la création du CICR, il y a un certain nombre de sociétés nationales qui ont été créées. Donc là, c'est la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge allemande, espagnole, donc toutes les Croix-Rouges que vous pouvez connaître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et donc là, on va aussi avoir un rôle de coordination là-dedans. Et en fait, donc, on va travailler aussi beaucoup avec la Fédération de la Croix-Rouge. Donc on est présent vraiment dans le monde entier, donc plus de 100 pays. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la plupart des pays dans lesquels on est présent, c'est des pays qui, proportionnellement parlant, ont le moins d'accès technologique. Donc souvent, c'est des déserts en termes de connectivité ou d'adoption des nouvelles technologies. Par exemple, ils vont peut-être pas avoir des iPhone 13 Max Pro. Nos bénéficiaires, des gens qui sont dans les conflits armés, en Afrique ou en Amérique du Sud, ça va souvent être beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est des choses à garder en tête quand on parle de technologie. On a plus de 21 000 staffs dans le monde. On travaille aussi beaucoup avec énormément de partenaires. Et donc le budget du CICR, pour donner un ordre de grandeur, c'est environ 2 milliards. Donc plus ou moins, ça a beaucoup grossi pendant ces dernières années. Malheureusement aussi parce que les conflits armés dans le monde aujourd'hui, comme vous entendez beaucoup, c'est quelque chose qui faiblit pas. Les anciens conflits restent et les nouveaux arrivent par-dessus. Donc plus concrètement, en termes d'activité, donc dans les trois gros pôles, on va dire, donc il y a toute une partie en termes de protection. Donc là, on va s'occuper de supporter donc les détenus. Donc là, ça peut être des prisonniers de guerre ou des prisonniers politiques. Donc là, on va avoir des personnes chez nous qui vont aller s'assurer que les conditions de détention sont bonnes, s'assurer que, vraiment, par rapport aux conventions de Genève, il y a des lois très particulières par rapport à ça. Donc ça doit être respecté. On a toute une activité autour de la restauration des liens familiaux. Donc là, ça va être des gens qui sont séparés par les conflits. Donc on va avoir besoin de matcher des demandes de personnes qui ont besoin de retrouver des membres de leur famille et d'autres qui demandent à être retrouvés. On va aussi avoir donc dans ce cadre-là également donc toute une activité de médecin légiste. Donc là, c'est la reconnaissance de
alors c'est pas très glamour, hein, désolé, c'est des parties de corps humain qu'il va falloir matcher, reconnaître et pour pouvoir donc ensuite éventuellement renouer des liens familiaux, parce qu'il faut savoir que par exemple on peut pas avoir aujourd'hui, on peut pas se remarier si on n'a pas la preuve que son conjoint est mort, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour les communautés, le fait de pouvoir faire ces activités. Dans l'assistance, donc, on a des activités dans tout ce qui est santé. Donc, là, on fournit aussi des outils pour la gestion de patients. Donc, on peut monter un hôpital de zéro à partir de certaines solutions qu'on propose, donc dans des endroits qui n'ont pas de connectivité ou d'accès technologique. Toute une activité sur la santé économique, sur la sécurité économique. Donc là, on arrive dans des communautés qui, encore une fois, ont des soucis pour manger ou avoir d'autres choses. Donc là, on va trouver les moyens les plus adaptés par rapport au contexte pour soit emmener directement à manger ou de quoi s'habiller, etc. Ou d'autres moyens, on a des solutions qui permettent d'avoir, par exemple, des cartes virtuelles et on va pouvoir aller, les bénéficiaires pourront aller dans les magasins qu'ils préfèrent et acquérir ce qu'ils veulent. Et nous, derrière, on va donner l'argent directement au magasin. Donc, ça permet d'alimenter aussi le tissu économique et toute une partie eau et habitation, qui est assez claire. Et donc, derrière, sur la prévention, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les conventions de Genève. Donc, on est les mainteneurs de la convention de Genève. On a toute une partie de diplomatie humanitaire. On peut le voir, par exemple, aujourd'hui, il y a eu même des polémiques parce qu'on discutait avec la Russie, avec l'Ukraine dans le conflit qu'il y a en Ukraine. Et en fait, donc, ça, c'est vraiment un rôle que le CICR a dans tous les conflits du monde. On ne prend pas parti, donc il y a toute une impartialité, une neutralité. Et le focus est toujours sur le fait de rendre la vie meilleure des gens impactés par les conflits. Et donc, on fait aussi avec de la communication. Là, j'ai juste mis la stratégie 2019-2022, mais elle a été prolongée pour 2 ans. Oui, juste il y a un point particulier qui est vraiment sur la transformation digitale, donc ça donne aussi de l'élan à toute la partie technologique. En termes des opérations les plus larges, donc là, comme vous voyez, vous reconnaissez sûrement des conflits qui durent depuis longtemps, donc c'est ce que je disais, les anciens conflits restent et il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc à chaque fois, c'est effectivement du nouveau staff, des nouveaux fonds qu'il faut. On a donc la Syrie, l'Afghanistan, donc ça c'est la source 2021-2022, c'est le même top 10. L'année prochaine, en fait, clairement, le conflit Ukraine qui était en 10e position, il va remonter. Donc on est en Ukraine depuis 2014, par exemple. Donc il y a le Sud-Soudan, le Yémen, l'Irak, et voilà, donc beaucoup d'endroits en Afrique, comme vous le voyez. Middle East également, c'est parmi les plus grosses opérations qu'on a. Donc maintenant, nous, en termes de technologie, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je me suis présenté très rapidement. Donc je m'appelle Fao, moi je suis au CICR depuis 2018. Donc je suis responsable d'une équipe qui s'appelle WebEnap, je vous en parlerai juste après. Et on fait partie d'une division qui s'appelle TNI, donc Technology and Information. Et donc ça, c'est un dessin qui a été fait lors d'un workshop où effectivement on définissait un peu notre vision. Donc l'idée, c'est d'être un partenaire en fait de confiance qui permettent d'améliorer en fait la vie des personnes à travers la technologie de l'information. Donc ça peut être notre staff, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'ils puissent être plus efficaces et avoir une meilleure expérience malgré toutes les contraintes qu'ils ont pour rendre ensuite le service aux bénéficiaires, ou c'est aussi de rendre des services directement aux bénéficiaires, notamment via l'appli RedSafe dont on va parler tout à l'heure, qui est un changement de paradigme parce que jusqu'à présent, on n'avait pas forcément d'application qu'on donnait directement aux bénéficiaires avec lesquels ils pouvaient nous contacter directement. Et donc là, il y a différents mission statements, effectivement. Donc là, c'est assez simple, on va dire, mais il y a des éléments extrêmement importants. Par exemple, comment faire pour être le plus sobre digitalement possible, comment faire pour être le plus fiable sur le terrain, parce qu'on est dans des conditions complexes encore une fois. Donc tout ça, ça va être vraiment des choses extrêmement importantes qu'on va mettre en avant. Pour faire ça aussi, pour précision, on a vraiment une très large palette. On a vraiment des gens qui mettent des antennes satellites au fin fond de l'Afrique pour avoir une connexion, en fait, qui récupère des données de nos data centers. On a des équipes, on a des gens qui regardent un petit peu ce qu'on peut faire avec des drones. On a des équipes qui travaillent sur du cloud, donc de la toute dernière technologie cloud. On a énorme, on a du Lotus Notes, bien sûr, comme beaucoup. C'est en fin de vie, mais on en a tous un petit peu dans un coin. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses de l'infrastructure, nos data centers, et donc ça fait qu'on a environ à peu près 300 personnes
on va dire, au siège qui travaillent sur ça. Et ensuite, on a aussi des centaines de staff qui sont répartis dans le monde. Maintenant, plus précisément, sur mon équipe Web and Apps, donc, on s'inscrit complètement donc, dans la mission que je vous ai dit juste avant, mais plus précisément, nous, ce qu'on fait à travers tout cet ensemble, on va vraiment apporter la partie, on va dire, développement. Une grosse partie de notre travail, c'est ça, de faire du développement custom. On va aussi intégrer un certain nombre d'outils out of the box. On le fait à travers des 3 plateformes qui sont dans mon équipe. Donc, j'ai une partie de mon team qui va s'occuper de tout ce qui est web et mobile. Donc là, ça va être plus du développement front-end, petites applis web, petites API JavaScript aussi parfois. Mais c'est vraiment orienté, on va dire, public ou interne. Mais ça va être très orienté également. Voilà, on va avoir des sites web avec la technologie Drupal, d'un data collection. On utilise un outil du marché sur ce cas-là. J'ai une plateforme aussi qui va s'occuper là de software engineering. Donc là, on est plus sur du développement .NET et Java. Donc ça, c'est vraiment des grosses applications. Et aussi, donc tout le développement d'API, ça va être fait dans la partie software engineering. Et on a la 3e partie, donc qui est vraiment au plus proche du fond de la mer, qui, elle, va plutôt s'occuper vraiment du tooling. Donc c'est là où va être géré l'API management. Donc ça va être tous les tools qui permettent de faciliter le développement des 2 plateformes en fait qui sont dessus, mais également des autres secteurs technologiques. Donc je fais partie d'une unité application où on a des technologies comme CRM Dynamics, SharePoint. Enfin, il y a énormément d'autres outils, des ERP, des équipes aussi data qui travaillent sur un certain nombre de choses. Donc les outils de Software Factory ils sont fournis en transverse à l'ensemble des différents autres secteurs. Donc voilà, il y a du CI/CD, il y a des tests automatisés, on a des moteurs de recherche internes également basés sur Elasticsearch, etc. etc. Donc ça vous donne un petit peu le contexte dans lequel on opère. Donc maintenant, pour aller un peu plus précisément sur RedSafe, donc qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, donc le CICR, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, la pénétration technologique était en fait plus important qu'on le pensait auprès des communautés qu'on va aider. On a des exemples, donc on va dans des endroits en Afrique, on arrive, et puis les gens, ce qu'ils nous demandent en premier, ils disent donnez-moi Internet. Ils nous disent mettez-moi une antenne, et puis ouvrez-moi le Wi-Fi, moi c'est comme ça, après derrière je me débrouille, en fait, j'ai pas besoin que vous me donniez autre chose, je peux contacter des personnes, etc. Donc ça, c'est une tendance en fait qui est arrivée, et petit à petit, on s'est dit, mais en fait, nous aussi, il faut qu'on fasse notre transformation digitale, même si c'est pas pour vendre des produits sur Internet ou autres, mais il faut qu'on arrive du coup à rendre nos services le plus facilement accessibles à des gens qui finalement sont plus autonomes que ce qu'on aurait pu penser. Je vais reprendre encore le conflit ukrainien comme un exemple. Aujourd'hui, on arrive en Ukraine, on a Internet partout. Je pense qu'il y a certaines entreprises ici qui avaient leur centre de développement même en Ukraine, donc ils sont très avancés. Donc avoir un accès directement via une application mobile à des services comme à des informations vraiment validés par le CICR, donc c'est-à-dire qu'ils sont sûrs pour eux, un vault où des personnes pourront uploader des documents, donc c'est-à-dire que quand dans un parcours de migration, la première chose qui peut arriver à des personnes, c'est de perdre leurs papiers. Et une fois qu'on perd ses papiers dans un parcours de migration, derrière on a énormément de mal à faire valoir, à expliquer son identité, dire d'où on vient, etc. Donc ça, on fournir un service où les gens pourront numériser leurs documents, les stocker chez nous dans un coffre-fort digital et ensuite pouvoir le récupérer dans un endroit dédié par rapport au CICR. Et donc l'idée, c'est ensuite, à partir de ces 2 premiers services, construire et les emmener de plus en plus loin, donc avoir des choses comme les services nearby, notification de contact, pouvoir ensuite avoir éventuellement même du chat à l'intérieur, basé sur de l'open source. Donc toute cette plateforme, toutes les technologies qu'on utilise, c'est basé sur de l'open source. Aujourd'hui, donc ça c'est déployé dans toute la partie sud, donc plutôt Afrique du Sud, donc Zimbabwe, etc. Donc il y a une application mobile et du web. Donc je vais passer, je crois, à la vidéo directement, parce que c'est plus simple, comme ça c'est un peu moins du papier. Si tu fais ça... T'as le son aussi du coup avec ou... Ah, le son il passe pas. C'est pas grave, je vais parler par-dessus, hein. Je vais faire le voice-over. Donc voilà, très clairement, aujourd'hui, comme je vous disais, donc c'est des personnes qui sont sur des parcours de migration souvent, et donc on permet d'aller vraiment vers des endroits estampillés CICR également,
pour sauvegarder des documents digitaux. Based on security and ça y est. privacy Il y a quelqu'un qui a fait de la magie là-haut. Install RedSafe. Step 2. Create an account and follow the steps to ensure it's secured. At each login, you will receive a 6-digit code by SMS or email to safely access your sensitive data. Step 3. Upload and safely store digital copies of your most important personal documents. Scan with your phone camera, label the document, choose the category, and you're done. You can choose to have certain documents available offline so that you can see your document even when you do not have internet connection. All your data and personal information is encrypted and only accessible to you. The ICRC does not share any information with others. Step 4. Access trusted and reliable information on humanitarian assistance and protective measures. Save it and share it with others who might need it as well. Start to protect your information. Start to protect yourself. Download RedSafe today from Google Play or Apple Store. Donc ça, c'est la présentation qui a été faite. C'est une petite vidéo qui permet de présenter RedSafe. Et derrière, comme vous l'avez vu, donc il y a des applications qui permettent, des API qui permettent d'afficher des news. On va se connecter avec du level up, puisqu'on va recevoir des OTP. On va pouvoir enregistrer des documents. Et pour pouvoir faire tout ça, l'application donc DHP, c'est basé sur deux produits, WSO2 Identity Server et WSO2 APIM. Donc l'idée au début pour mettre en place l'ensemble, c'était d'avoir une gateway avec un point unique d'accès, puisqu'on allait avoir toutes les applications qui étaient des applications mobiles, donc avoir uniquement un point d'accès qui allait être le seul point d'attaque, et derrière plusieurs backends qui pourraient permettre d'avoir les services pour enregistrer les documents ou pour donner des news. À côté de ça, un user store permettant d'enregistrer les différents bénéficiaires et leur permettre de s'enregistrer tout seul, mais sans pour autant que ce soit un back-end spécifique qui est les identités. À partir de là, on est parti sur une architecture un petit peu avec des solutions réelles. Donc, on arrive sur le F5 qui va justement filtrer déjà si oui ou non tu peux accéder. Le F5 va lui-même soit nous envoyer vers l'Identity Server parce qu'on a envie de se connecter, soit vers la PIM parce qu'on est en train de consommer une API spécifique pour pouvoir d'ensuite derrière arriver sur les backends. Donc au niveau on voit que l'Identity Server il est quand même pas mal utilisé parce qu'il est aussi bien utilisé pour se connecter qu'au niveau de l'API Manager pour vérifier que la personne qui arrive a le droit d'accéder et est réellement authentifié, mais également au niveau des backends pour pouvoir aider à la gestion des utilisateurs, pour pouvoir avoir des interfaces un petit peu plus sympas quand sur une application mobile vous voulez vous enregistrer. Donc, première étape, donc l'Identity Server. Donc, pourquoi l'Identity Server et pas une autre solution? Déjà, c'était une solution qui est on-premise, et de ce côté-là, pour le CICR, c'est important parce qu'il y a une politique de discrétion. Les bénéficiaires, on ne peut pas les mettre n'importe où, c'est vraiment des données qui sont très sensibles pour le CICR. Donc il faut avoir la possibilité de garder la main dessus, de garder la sécurisation dessus. L'installation est très facile, donc ça a déjà été présenté avec l'utilisation d'Ansible, mais l'idée c'est on a notre serveur, on a mis en place le playbook Ansible, on va pouvoir l'installer où on veut. Si on a besoin de passer à 3 serveurs, on passe à 3 serveurs. Un seul serveur en fonction des environnements, on peut le faire facilement. C'est là que l'automatisation avec Ansible nous a fortement aidé. On fait des mises à jour régulières. Donc WSO2, depuis ils étaient pendant très longtemps avec un système où on devait télécharger les mises à jour pour ensuite les installer, et avoir notre package correct. Maintenant, on peut directement, ils ont mis en place un système où
on a juste un petit script qui va récupérer toutes les mises à jour et faire du in-place. On ne l'utilise pas en mode in-place, puisque on va devoir être sûr que sur un environnement, on va pouvoir tester, puis une fois qu'on a testé une mise à jour, on va le déployer sur tous les environnements. Donc on ne fait pas du in-place à chaque fois, mais ce in-place nous permet de gagner beaucoup de rapidité au niveau des mises à jour. Il nous permet de faire de la fédération d'identité. Donc le cas typique, c'est on a un AD externe qu'on a envie d'intégrer. Ça a été présenté par la Vaudoise. C'est utilisé ici et c'est vraiment out of the box. Et surtout, c'est extensible. On a par exemple, quand un utilisateur s'inscrit directement sur... un bénéficiaire s'inscrit, on a envie d'indiquer que c'est un bénéficiaire. Pour indiquer que c'est un bénéficiaire, on va faire 2-3 petits checks par rapport à ces données. Et une fois qu'on a fait 2-3 petits checks par rapport à d'où est-ce qu'il vient, est-ce que c'était une requête qui venait du Zimbabwe ou une requête qui venait de l'Afrique du Sud. Et une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir ajouter un rôle qui est DHP bénéficiaire, qui va nous permettre derrière d'être récupéré pour chacune des requêtes, pour pouvoir dire que si c'est bon, l'utilisateur qui s'est connecté, c'est bien bénéficiaire, il a le droit d'accéder à ce service-là. L'autre point positif, ça a été présenté pendant la vidéo, c'est les niveaux d'accès. Un bénéficiaire va pouvoir se connecter et pouvoir accéder à un certain nombre de services de façon automatique, uniquement en donnant son nom d'utilisateur et mot de passe. Sauf que dès qu'on veut accéder à des données un petit peu plus sensibles, j'ai envie d'uploader ma photo d'identité, j'ai envie de modifier mon mot de passe, j'ai envie de modifier mon contact. Là, on va vouloir faire un level up sur l'accès, donc les LOA, Level of Access. Et pour faire ça, c'est facilement mis en place avec des systèmes d'authentification hybrides, où on va commencer avec une LOA 1, puis parce qu'on est en train d'accéder à un service qui demande une LOA 2, on va reprendre le token de la personne authentifiée, juste lui demander, on vient de t'envoyer un OTP, file-nous le code, et hop, son authentification passe à LOA 2. Puis dernier point, c'est quand même le CICR, on va éviter d'avoir une petite mirror de login d'où SO2. Et c'est simple. Toute la partie customisation de l'identity server pour la visualisation est assez aisée. Donc derrière, on passe d'une mirror de login d'où SO2 avec une mirror de login red login et estampillé CICR avec les mêmes fonctionnalités derrière. Deuxième point important pour mettre en place cette application-là, ça a été l'API Manager, où là, c'est on-premise aussi, donc ça permet que le CICR garde la main dessus. On aurait pu partir sur une solution cloud. Après, il faut voir les oui, non, pourquoi, peut-être. En tout cas, le fait que c'était aussi une solution on-premise et qui était facilement intégrable avec l'identity server était un gros plus et ça a permis d'avancer beaucoup plus vite dans la partie interconnexion entre l'APIM et l'IS. Donc pourquoi gestion de cycle de vie des API? Parce que, Dorian en parlait tout à l'heure, le versionning ça existe, mais si je mets en place une nouvelle version sur mon API Manager, j'ai pas envie que les 250 personnes qui étaient en train d'utiliser la version précédente soient embêtées. Mais par contre, j'ai envie que les prochaines personnes qui viennent souscrire à mon API utilisent la dernière version et pas les précédentes. Donc là, dans ce contexte-là, on a vraiment cette gestion des versions et du cycle de vie qui est assez simple et assez intuitive dans WSO2. Sécurisation des appels, par exemple, je vais accéder à une API, soit elle est publique, soit elle est sécurisée avec pourquoi pas des scopes spécifiques. Donc là, pareil, au niveau de l'API Manager, on va pouvoir les définir facilement. On centralise les services. On n'a pas 250 000 API à appeler, mais un seul point d'entrée qui va lui-même nous rediriger correctement sur les bons back-ends. Et le déploiement des nouvelles versions est généralement sans impact. Oui, généralement.
Donc pour présenter rapidement le cycle de vie dans WSO2, on a plusieurs états qui sont les principaux utilisés qui sont created, published, deprecated and retired. Created, c'est l'API est existante, elle a juste été créée, elle n'est pas encore visible au niveau du portal, elle est uniquement visible au niveau du publisher et aucune souscription n'est possible dessus. Si il y a des souscriptions qui sont existantes, parce qu'on voit qu'on peut passer de published à created, s'il y a des souscriptions qui sont existantes sur une API qui est published et qui vient de passer created, ces souscriptions sont maintenues. Ce qui va permettre derrière, quand l'API va repasser published, de garder encore ces souscriptions et qu'elles ne soient pas perdues par la suite. Bon, published, l'API est disponible sur le dev portal, n'importe qui peut à partir du moment où on peut voir l'API, on va pouvoir demander une souscription, puis ensuite on a le workflow de validation ou pas. Deprecated, on est en train d'avancer tranquillement vers la fin de la vie de cette API, parce qu'elle a plusieurs versions qui ont été recréées, puis on a envie de faire sauter définitivement cette version spécifique. Donc là, aucune souscription n'est possible sur cette API-là. Les souscriptions existantes vont continuer à être présentes, et ça va pouvoir continuer. Et enfin, le retired, là c'est juste l'étape qui est juste avant la suppression, où toutes les souscriptions existantes sont supprimées, et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton delete pour que l'API disparaisse. Dans WSO2, il faut savoir qu'une API, à partir du moment où vous avez au moins une application qui a souscrit à cette API-là, vous ne pourrez pas la supprimer. Parce que ça protège, entre guillemets, les applicatifs qui disent « moi je consomme cette API-là », bon ben, on ne va pas pouvoir le supprimer. Donc, au niveau de la gestion de version, je parlais des versions. Au niveau du portail, ça ne va pas vraiment se voir qu'on a plusieurs versions qui sont disponibles. On va avoir une seule version qui est présentée, qui est la dernière version à jour. Mais derrière, au niveau du publisher, on va voir toutes les versions qui sont présentes et on va pouvoir modifier chacune de ces versions en particulier. Plusieurs versions vont donc pouvoir coexister au niveau de l'API Manager. Ça veut dire aussi derrière que si vous êtes passé d'une version, comme le disait Dorian, où vous aviez des paramètres qui étaient obligatoires à une version qui était optionnelle à une version qui était avec des paramètres obligatoires, il faut faire attention au niveau du back-end. Peut-être que la V1 va taper sur un back-end spécifique et la V2 va taper sur un autre back-end. Ou alors, les deux versions tapent sur le même back-end, mais c'est le back-end qui gère lui-même tout seul le fait que dans un cas je suis optionnel, dans un autre cas je suis obligatoire. Donc, je vais vous présenter rapidement un petit exemple d'échange quand on se connecte. L'idée, pourquoi justement IS API? Un applicatif, donc vous êtes avec votre version mobile, vous lancez l'application, vous devez vous connecter, vous arrivez sur l'IS. Sur l'IS, vous vous connectez avec votre login mot de passe, et une fois que vous êtes authentifié, IS va vous renvoyer un token. C'est ce token-là que vous allez envoyer à la PIM, donc en faisant votre appel API, vous envoyez votre token, et là l'API va récupérer ce token et va faire une première action qui est demander à l'IS, le token il est valide. Une fois que ce token est valide, il va vérifier que vous avez correctement souscrit à l'API que vous souhaitez appeler. Et une fois que ces validations-là sont effectuées, on va pouvoir appeler le back-end et revenir. Si n'importe laquelle de ces étapes est incorrecte, on s'arrête et on retourne une erreur. Ce qui va permettre de protéger vos back-ends, puisque vos back-ends ne vont être interrogés que si la requête a le droit de venir. Mais ça va aussi vous permettre de filtrer assez facilement ce qui arrive. Petite conclusion. L'apport WSO2 a permis déjà de permettre aux bénéficiaires de s'enregistrer et de pouvoir accéder à des services un peu plus intéressants que uniquement je vais voir le monsieur qui est dans le camp pour dire
c'est quand qu'on peut partir, c'est quand qu'il va y avoir un couloir pour qu'on puisse rejoindre un autre pays. Voilà. Avec des applications, ils pourront le faire un peu plus facilement. Quand ils sont sur justement une stratégie de migration avec les documents, Faol disait, le risque c'est de perdre vos documents. Avec cette application-là, à moins que vous perdiez votre téléphone portable, les documents vous les avez. Et surtout, ça permet d'apporter un niveau de sécurité qui est supplémentaire, qui va permettre de protéger beaucoup mieux les différents services qui sont derrière, qui donnent accès à des choses critiques. En parallèle de ça, donc il y a beaucoup eu de travail qui a été effectué sur Yes et Appim pour justement permettre de déployer cette application RedSafe. Mais on se rend compte aussi que ça nous a permis d'avoir une base pour une plateforme qui est beaucoup plus large, qui va permettre de pouvoir exposer des services en interne, par exemple le CRM, comme à la Vaudoise, ou d'autres services. Et surtout, ça va permettre également de capitaliser sur des services existants. Actuellement, beaucoup de services sont utilisés par DHP. Rien n'empêchera demain, par exemple, une autre application de dire votre service de news, il est super sympa, on va le mettre dans un autre service. On va l'utiliser dans une autre application. Donc il y a vraiment cette machine qui se met en route autour de cette plateforme, et le fait que la plateforme commence à vivre, et puis en plus avec les dernières discussions qu'il y a eu au CICR pour faire du level up sur cette plateforme, pour qu'elle aille encore plus loin, fait qu'elle va être de plus en plus utilisée, et ça va être un vrai apport. On va quand même faire des améliorations dessus, puisque l'exemple typique qu'on a, c'est quand vous utilisez le WSO2, l'API Manager, si vous voulez vous connecter avec des tokens qui proviennent de Keycloak, qui proviennent de ForgeRock, qui proviennent d'Auth0, c'est out of the box. WSO2 propose des modules que vous ajoutez sur votre installation, et un petit peu de configuration, et c'est fait. Pour Azure, c'est pas le cas. Donc pour Azure, on a dû faire un développement, nous, en interne. Enfin, nous. J'ai fait un développement en interne pour le compte du CICR, pour leur permettre d'avoir des personnes qui se connectent avec leur compte Azure AD, avoir le token Azure AD qui arrive pour faire l'appel à l'API, et WSO2 qui valide lui-même en faisant un appel à Azure, qui valide le token et dit ok, c'est bon, on peut passer à la suite, on va sur les backends. Autre chose qui est également intéressante et qui est vraiment demandée au niveau du CICR, c'est de permettre les transitions de protocole. L'idée, quand vous mettez en place un API Manager, c'est n'importe qui arrive sur l'API Manager, on va lui demander une sécurité particulière, généralement c'est de l'Auth, et il va arriver avec un jeton JWT, et les backends peuvent être sécurisés de n'importe quelle façon. Ça peut être du Basic Auth, ça peut être du Client Credential, ça peut aussi être de l'Auth, mais ça peut aussi être du Kerberos. Dans ce cas-là, on a besoin de faire une transition de protocole qui vient, j'ai un jeton JWT, et je sors pour aller vers le back-end avec un ticket Kerberos. Donc ça aussi, ça fait partie des améliorations qui vont être bienvenues, puisqu'il y a une grosse demande au CICR pour accéder à un back-end particulier. Ce back-end, il est protégé en Kerberos. Donc voilà. Merci de votre attention. Je vais peut-être rajouter 2-3 infos en fait qu'on n'avait pas forcément préparées, mais j'ai vu sur les questions qu'il y avait tout à l'heure, donc je vais peut-être en rajouter. Après ça dépend, je regardais Emmanuel qui est en... Ok, Timekeeper, merci. Je vais peut-être revenir sur juste... alors je sais plus, tu en avais une, voilà, où tu avais celle-là. Donc ce qui est important, comprendre pourquoi on a pris WSO2 Identity Manager. Donc initialement on n'avait pas prévu de le faire. Et en fait, il n'y a pas de corrélation dans le choix de WSO2 API Manager et Identity Server. Initialement, on avait juste un projet d'APIM qu'on voulait faire en all-in-one, donc la même façon que vous l'avez fait. Et en fait, d'ailleurs, c'était même poussé par les développeurs, donc on faisait nos petits trucs et tout. Et puis au final, ça a fait que grossir, et ça a été de plus en plus intégré dans l'infrastructure.
Et il y a eu ce projet en fait d'avoir un SIAM, donc de pouvoir faire connecter des gens qui ne sont pas des employés du CICR. Et donc dans leur process de sélection, donc très clairement, WSO2 Identity Server est sorti premier sans forcément le teinter en disant qu'on a déjà de l'API Manager. Ça aurait très bien pu être autre chose. Il n'y avait pas, y avait pas ça. Donc ce qui a déterminé, c'est le fait que déjà on avait des partenaires comme SmartWave localement qui pouvaient nous aider à implémenter. Il y avait aussi la qualité de la solution. Et en fait, donc là, on l'utilise pour les bénéficiaires, mais on va aussi également l'utiliser pour, et c'est ça, c'est dans ça qu'il parlait d'Azure AD, Gaël, pour les partenaires. Donc, comme j'ai dit, on est dans le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. On a des solutions, par exemple, pour tout ce qui est Restore Family Links. On travaille avec toutes les sociétés nationales du monde et on a des back-ends communs, tout ça, donc il faut se connecter et ça va aussi être les solutions qui vont nous permettre de faire ça. Donc voilà, ça peut valoir le coup de préciser ça. Effectivement, donc tu as parlé aussi du fait de faire un scale-up. Donc effectivement, je ne sais pas si il y a eu l'information qui est sortie assez publiquement, mais il y a eu une data breach en fait au CICR en début d'année, tout début d'année. Et déjà précédemment, il y avait un certain nombre d'alertes dans le monde de la sécurité, que ce soit les Log4j, tout ça, ça a vraiment permis au management de comprendre la criticité d'avoir des outils de sécurité qui permettent de sécuriser. Donc en fait, sur les front-end, il y a eu un plan d'implémentation du multifacteur, d'authentification multifacteur, très fort sur toutes les applications, même là où ce n'était pas encore le cas. Et le pendant, c'est bien sûr, c'est comme dans un restaurant, il y a la porte de devant et puis il y a la porte de derrière. Donc si on laisse les API ouvertes dans le système d'information, donc là on parle d'une API qui est exposée à l'extérieur, mais on a beaucoup de choses à l'intérieur. Et si quelqu'un rentre et que toutes les API sont open et qu'on ne maîtrise pas les niveaux de sécurité, les protocoles de chaque API, qu'on n'est pas capable de vraiment maîtriser tout ça, on est à risque en fait, parce qu'on sait qu'une fois que la première porte est passée, on est en danger. Donc ça a permis de aussi pousser pour un nouveau projet de généralisation de la PIM. Aujourd'hui, c'est utilisé sur une petite dizaine de projets. On est encore dans une phase un petit peu moins avancée que la vaudoise aujourd'hui, mais il y a vraiment un plan d'accélération qui est en cours pour ça. Donc, juste pour ajouter un petit peu, j'anticipe les questions. Pour pas être l'ennemi d'avant repas après. Ouais, voilà. Justement. Donc si vous avez des questions. Voilà, merci. Juste sur la sélection on-premise, vous avez parlé de l'aspect sécurité. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que la sécurité, tels que des fonctionnalités qui seraient différentes entre on-premise et cloud, qui fait que vous serez parti sur le on-premise? Vis-à-vis de quelle solution? De l'API Manager. L'API Manager, donc le on-premise, il est principalement basé sur le fait qu'on a énormément de choses en on-premise en fait. Donc on a un data center. Pourquoi? C'est assez historique, parce qu'historiquement, en fait, le cloud, c'était pas quelque chose qui était vu comme la future évolution il y a maintenant peut-être 5-6 ans. Ça a beaucoup changé depuis. Maintenant, on est plus orienté pour aller vers des solutions cloud. Mais il faut savoir que le CICR, de par la nature des données qu'on hoste, on ne peut pas se mettre en danger au niveau légal aussi. C'est pas qu'une histoire de sécurité, il y a vraiment la légalité. Par exemple, le cloud Microsoft est très bon. Au niveau sécurité, on peut faire énormément de choses, mais on ne peut pas se permettre de mettre certaines données pour rester impartiaux dans un cloud de Microsoft, puisqu'il y a des lois aux États-Unis qui permettent de demander de l'accès, etc. Donc il y a cette partie-là, mais le point principal, c'est qu'en fait, on veut avoir des gateways au plus proche des backends. Donc aujourd'hui, on a deux gateways, donc une gateway dans la partie, on va dire, interne, qui n'est pas exposée à l'extérieur, et une autre dans la partie DMZ. Et dans le futur, on aura sûrement une gateway, enfin c'est sûr, on aura dans le cloud, parce qu'on déploie de plus en plus dans le cloud, et il nous faudra une gateway là-bas. Maintenant, est-ce qu'on prendra WSO2 pour faire une troisième gateway? Est-ce qu'on essaiera de s'interconnecter avec la gateway du cloud provider? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore analysé et qu'il va falloir qu'on fasse. Voilà. C'est pour être au plus proche des applications. Par rapport à la localisation des gateways, il y a des requêtes qui viennent un peu de partout dans le monde. Il y a des problèmes de latence, ce genre de choses. Alors justement, donc ça c'est un point un petit peu général au CICR.
Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de cloud, il y a tous ces trade-offs-là qu'il faut prendre en compte. Donc, quand on est dans le cloud, par exemple, on a un projet là au Brésil où on avait fait une analyse, un élément de mon équipe qui était là-bas, qui testait les différentes zones, et en fait, on voyait très bien que la différence de latence était forte. Maintenant, encore une fois, à cause des contraintes légales, on est parfois forcé de se mettre sur le siège. La plupart du temps, en fait, la façon dont on accommode ça, c'est avec des applis qui fonctionnent offline. Donc, c'est ce qu'on a vu sur RedSafe, il y a un mode offline, ça fonctionne. Même quand j'ai pas de réseau, j'arrive à un endroit, j'ai du réseau, le niveau de performance n'est pas toujours parfait selon où on se situe. Et voilà, après, derrière, ce qu'on peut avoir aussi, on va dire c'est comme ça principalement qu'on va gérer ça, c'est avec du mode offline. Et quand on est en mesure de se connecter, on va se connecter. Et puis quand on peut utiliser du cloud, bien sûr, on va utiliser du cloud avec les régions qui sont adaptées. On sent que le repas approche. Tu vois. Vous avez séparé donc un gateway interne, un gateway externe. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? En fait, c'est vraiment une notion là de sécurité. Hein. C'est parce que c'est des zones réseau qui sont complètement séparées chez nous. Et c'est toujours dans cette idée de se dire que si quelqu'un finit par arriver à rentrer, il rentre, mais que dans la partie qui est exposée à l'extérieur. Je te laisse compléter. Il y a aussi un point qui était important sur pourquoi une interne, une externe, c'est que celle qui est interne a accès à l'AD interne, celle qui est externe, sur les serveurs qui sont prévus pour l'externe, ne peuvent pas y accéder. Et comme on a besoin de faire cette transition vers du Kerberos, on a besoin d'accéder à l'AD interne. Donc on est vraiment obligé d'avoir ces deux gateways, une interne pour pouvoir accéder à l'AD interne et une externe qui va être disponible et ouverte. Après, ça vient aussi avec ces challenges au niveau d'architecture. Enfin, faut être franc. On avait commencé le projet sur un all-in-one. Quand on commence à l'exploser, à mettre des gateways, des entity serveurs à part, etc., c'est plus le même effort en termes de mise en place, de maintenance, de troubleshooting, etc. Enfin, je pense s'il y a une seule chose sur laquelle il faut vraiment faire attention quand on commence à partir sur une architecture d'API Manager avec plusieurs gateways, faut vraiment la penser un petit peu en avance de phase et pas... Ou alors si on décide, on est un petit peu en retard, mince, il nous faudra une gateway en interne, se poser, réfléchir un petit peu comment on fait la gateway, puis ensuite, ok, maintenant on met en place l'archi. Ce qui n'a pas vraiment été fait au CICR, et là on est en train de le manger. Parce que ça a été fait un petit peu, il nous faut tout de suite un accès à l'AD interne. Bon, ben, on a monté le truc, et là maintenant, avec mon collègue Baptiste, qui lui est un interne au CICR, on se prend pas mal de murs parce que l'architecture a été faite un petit peu à la va-vite, et on se retrouve avec une externe qui fonctionne très bien, qui arrive à contacter une interne, et une interne où on est galère sur galère, donc on les corrige petit à petit, hein, y a pas de souci, mais c'est compliqué. Donc il faut juste faire attention quand vous partez sur une architecture interne-externe, bien la penser en avance de phase, savoir un petit peu comme ça a été fait à la vaudoise, est-ce que vous voulez que les deux elles communiquent entre elles, ou est-ce qu'elles doivent être complètement séparées? Nous, au CICR, l'idée a été qu'elles puissent communiquer entre elles. Ça pose des problématiques qui ne sont pas toujours simples à résoudre. Donc des fois, je pense que la solution de la vaudoise, elle a le bénéfice d'être, comme elles sont complètement séparées, ces deux gateways qui sont vraiment tout à fait spécifiques, avec leur sécurité, leur réseau à elles, on est tranquille. Si on a une qui tombe, c'est pas gênant. Là, la gateway interne au CICR, si la gateway externe tombe, la gateway interne ne fonctionne plus. Ouais, normalement ça va être le contraire. C'est pour ça, on avait une gateway externe qui fonctionnait et il nous faut une interne. Et l'architecture était assez mal pensée. C'est un problème, c'est en cours de résolution, on est en train de travailler dessus pour avancer, pour avoir quelque chose qui est plus bas, qui est plus propre. Mais ça nous pose tous les jours, hein. Baptiste, il pourrait mieux en parler que moi de ce côté-là, et ça nous pose des problèmes régulièrement. Vous avez des API qui doivent être partagés à la fois en interne et en externe, utilisés en interne et en externe? Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce use case-là, dans le sens où, en fait, les API d'interne qui doivent être réutilisées derrière en externe, en fait, elles sont
est extrêmement ciblé, donc c'est pas des choses qu'on va ouvrir après sur Internet en fait concrètement. Hein. C'est les API qui sont à l'interne et qu'on va devoir réutiliser peut-être dans des applis qui sont dans l'autre partie réseau. Ça va s'arrêter là. C'est pas des API qu'on va ensuite réexposer à l'extérieur. C'est vraiment si on doit exposer quelque chose à l'extérieur, on va toujours le mettre de l'autre côté. Et puis une personne interne qui devrait accéder, par exemple, aurait besoin d'accéder à cette API, elle accéderait à l'externe. Alors non, elle aurait un accès directement par l'interne. Vous la publieriez 2 fois. Alors, c'est là qu'il y a une force avec WSO2, c'est qu'on la publie pas 2 fois. On la publie une fois, et par le jeu des liens entre les différentes gateways, elle va se publier automatiquement sur toutes les gateways qui sont liées sur le même nœud. Donc si on était par exemple à la Vaudoise où on a une API qui doit être utilisée en interne et en externe, le même back-end derrière, on aurait dû publier 2 fois. Le CICR a fait le choix de lier tout le monde. Donc on va la publier une fois, elle va être publiée partout. WSO2 a des systèmes pour se mettre d'accord entre eux. Mais l'autre souci justement derrière, c'est que avec ces liens, la gateway qui va être entre guillemets le maître de cérémonie, si elle tombe, il y a tout le nœud qui tombe. C'est des choix d'architecture. Il n'y a pas de miracle, c'est des choix Et d'architecture. puis c'est jamais parfait dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, la limitation, elle sera toujours présente. Merci.